Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir au symposium Accor Healthcare sur la thématique de la prescription à l'auto-administration, vers quelle réalité? Donc nous allons aborder aujourd'hui, après un petit propos introductif autour de soins de support comme pierre angulaire du parcours de soins en cancérologie, le rôle de l'infirmière dans l'autonomisation des patients, et cette présentation nous sera faite par le docteur Alain Toledano, qui est oncologue, radiothérapeute, également président de l'Institut Raphaël à Levallois-Perret, et en binôme avec Madame Émilie Butet, qui est infirmière et coordinatrice de parcours, également à l'Institut Raphaël. Puis nous aurons en distanciel une intervention du docteur Stéphane Chess, qui est hématologue au CHU de Caen, qui nous parlera de l'auto-administration comme une réponse aux besoins des patients. Et nous pourrons ensuite aborder une table ronde autour des acteurs du parcours de soins, des synergies mises en œuvre pour réussir ces parcours de soins. Et il y aura en fin de session la remise du prix Bourse Défi Accor par le professeur Yvan Krakowski, qui est président du jury, ainsi que monsieur Xavier Mesrobian, qui est directeur général d'Accor Healthcare Benelux France. Alors, les enjeux de l'accompagnement vers l'autonomisation des patients, je voulais avant tout vous faire un petit rappel de ce que sont finalement les soins de support et du fait qu'ils constituent une pierre angulaire du parcours de soins en cancérologie. Voici mes liens d'intérêt. Un papier très intéressant qui vient d'être publié. Je tiens à saluer le travail du docteur Florian Scottet qui a participé à ce travail, qui nous redit, ce papier publié dans Supportive Care in Cancer, à quel point les soins oncologiques de support sont un soin indispensable de l'oncologie moderne. Vous le savez, nous le savons, nous participons aujourd'hui au Congrès national de référence en soins oncologiques de support, mais néanmoins, nous avons encore beaucoup de choses à pouvoir mettre en œuvre, et d'avoir le support de publications intéressantes comme celle-ci est très intéressant. Alors les soins de support, c'est avant tout une capacité à évaluer l'ensemble des besoins multidimensionnels du patient par des équipes interdisciplinaires qui vont prendre en considération tous ces besoins que vous voyez ici matérialisés sur cette slide que j'ai repris du professeur Bruera, avec à la fois des interventions qui vont concerner toute la partie information-communication, la partie gestion des symptômes physiques, la partie émotionnelle, la partie sociale, spirituelle, et au centre de ces interactions, le patient et l'ensemble des intervenants, qu'ils vont du médecin au pharmacien, en passant par les bénévoles, par les assistants sociaux, etc., pour constituer finalement les meilleures équipes à même de fournir des synergies avec le patient dans son parcours de soins. Juste un petit rappel, en France, vous le savez, nous avons défini le panier de soins de support en réponse à une saisine de la DGOS, avec un socle de base qui est constitué de 4 soins de support, donc la prise en charge de la douleur, la prise en charge diététique et nutritionnelle, la prise en charge psychologique et la prise en charge sociale, familiale et professionnelle, mais également 5 soins de support complémentaires et 2 techniques particulières d'analgésie, donc l'activité physique adaptée, les conseils sur l'hygiène de vie, le soutien psychologique des proches aidants et des personnes atteintes de cancer, le soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité, la prise en charge des troubles de la sexualité, l'hypnoanalgésie et l'analgésie intratécale. Et vous verrez qu'aujourd'hui, à travers les interventions de nos intervenants, nous allons pouvoir balayer l'ensemble de ces champs, y compris tout ce qui est finalement l'intervention des soins de support au titre de la iatrogénie. Alors, la neutropénie fébrile, le docteur Stéphane Chess va nous en parler beaucoup plus longuement tout à l'heure. C'est un enjeu de prise en charge pour le patient et pour les équipes également. Une prise en charge qui est codifiée. Comme vous le savez, la neutropénie fébrile est une complication sérieuse et fréquente de nos chimiothérapies, puisque la plupart des chimiothérapies standards sont associées à 6 à 8 jours de neutropénie, et qui va donc survenir dans environ 8 cas pour 1000 patients traités par ces chimiothérapies. Cette survenue de neutropénie fébrile est associée à d'importants taux de morbidité, environ 20 à 30%, et d'une mortalité d'environ 10%, et elle constitue aussi un facteur de mauvais pronostic sur le long terme, avec une augmentation de la mortalité par cancer. Un patient sur 10 hospitalisé pour neutropénie fébrile décède. Et la prise en charge de cette neutropénie fébrile par les GCSF va permettre une réduction significative de l'incidence en prophylaxie primaire. Vous allez le voir tout à l'heure à travers un schéma interventionnel qui est très codifié. Je vais laisser la parole à Madame Émilie Butet et au docteur Alain Toledano qui vont nous parler du rôle de l'infirmière dans l'autonomisation des patients. Merci à vous.
Merci à Accor Healthcare, à l'AFSOS, de permettre, je dirais, à un couple, un binôme médecin et infirmière, de se présenter ensemble, surtout pour traiter le rôle de l'infirmière dans l'autonomisation des patients. Donc on va forcément avoir la vision médicale du rôle de l'infirmière et puis la vision infirmière. On se fait confiance, puisqu'on se confie les patients au quotidien, on travaille ensemble. Avec nos infirmières, on a une relation qui est devenue même amicale et on partage beaucoup de choses. Et c'est vrai que nos systèmes de soins sont multiples et diverses et on a envie d'échanger, de partager nos expériences. Et donc, on va raconter un peu la manière avec laquelle on travaille à l'Institut Raphaël. Alors d'abord, la médecine de façon globale et la cancérologie a un seul objectif, c'est arriver à sélectionner les patients. On a la culture voltairienne qui disait que l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Alors la médecine, elle a un peu progressé, mais finalement, on est en train de s'interroger. C'est quoi notre médecine? C'est quoi notre fonction de cancérologue? Est-ce que c'est forcément de prescrire des médicaments et c'est tout? Non, non, la médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, des blessures ou des infirmités. Ce qui veut dire que les mots soignent. Plusieurs manières de prendre en charge les patients soignent et font partie de cette médecine au sens large qu'on appelle de nos voeux. Et si classiquement, on voit bien sur ce schéma, on a 3 bonhommes verts qui vont guérir, un bonhomme rouge qui ne va pas guérir, et finalement, il y a 25% de chances d'avoir cette rechute. Et quand on regarde les patients, on ne sait pas forcément si c'est eux qui vont rechuter ou pas. Et donc, on va avoir tendance à traiter toute une population, donc à surtraiter certains patients, et des fois à sous-traiter certains autres, parce qu'il nous manque cette capacité à sélectionner. C'est un appel à l'humilité. On sait en cancérologie que l'acte technique, souvent est utile et efficace, mais pas tout le temps. Et donc, il va falloir qu'on considère notre manière de travailler. Alors, une consultation de cancérologie, je sais que beaucoup se reconnaîtront dedans. On va prendre un exemple simple. Une femme a eu un cancer du sein, elle se présente à la consultation de surveillance. On a, comme tous les médecins, quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour certains qui ont un peu plus de chance, pour voir cette patiente. Et cette patiente va nous dire, écoutez docteur, je suis déprimé, je suis fatigué, j'ai des insomnies, j'ai des bouffées de chaleur, mes cheveux tombent, j'ai des douleurs articulaires, des sécheresses des muqueuses, des problèmes en tout genre. Juste le recueil des symptômes prend du temps. Et donc nos consultations, on le sait, c'est assez frustrant, ne nous permettent pas complètement d'envisager la patiente dans sa globalité, les patients en général. Et donc il faut considérer ces différentes dimensions. Et ce qui nous amène à dire finalement que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. On a la santé sexuelle, comme tu l'as rappelé, la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, la ressource pour arriver à animer ces temps ne peut pas être allouée uniquement aux médecins. Et c'est pour cela que prendre en charge les patients ensemble avec une infirmière, et ça va être notre sujet, c'est quelque chose qui a été assez salvateur pour nous. Quand on regarde notre magnifique système de soins qui est accessible pour tous, on voit bien 450 000 nouveaux cancers par an, 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Et malgré tout, on a un manque de coordination de prise en charge médicale des patients. Il n'y a pas forcément d'écosystème structuré pour une prise en charge globale. Les patients se plaignent d'un défaut d'information ainsi que leurs aidants et même les professionnels non spécialisés par rapport à ces parcours de soins qui sont de plus en plus complexes. Donc aujourd'hui, le cancer, c'est surtout une prise en charge qui est centrée sur la maladie. Et l'AFSOS est instigateur d'une autre manière de réfléchir, une vision un peu plus globale qu'on est tous en train d'appeler de nos voeux et en train de suivre. Et malgré tout, on entend que les patients s'auto-construisent leur propre parcours en fonction de leurs capacités financières ou relationnelles. Alors, on a imaginé, nous, une structure qui s'appelle l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison, où on va faire cohabiter des acteurs de soins médicaux et paramédicaux, sophrologues, sexologues, nutritionnistes, acupuncteurs, art-thérapeutes, une trentaine de disciplines, 80 soignants qui habitent avec des médecins dans un espace où on offre des soins d'accompagnement qu'on évalue et où on co-construit avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés avec nos fers de lance qui sont nos infirmières et Émilie va parler de ces parcours de santé et des orientations. Donc voilà, des espaces dédiés, un parcours de santé amélioré. Et je passe la parole à Émilie qui coordonne avec Mathilde le pôle de parcours patient. Merci Alain, merci de m'avoir invité et de me donner la parole. C'est important aussi de donner la parole aux infirmiers. On a une façon de travailler à l'Institut Raphaël
en binôme, comme tu disais, Alain. Donc, moi, je suis coordinatrice de parcours. Nous sommes 5 à l'Institut Raphaël, qui existe depuis 18 mois. On a déjà pris en charge plus de 1500 patients. Et donc, on a fait, sur ces 1500 patients, on a pu délivrer 1100 consultations de parcours de soins, ce qui est pas... on n'a pas réussi à prendre en charge tous les patients, mais on a réussi à tous les intégrer dans un parcours, finalement, grâce aux médecins et grâce au travail de tous. Et on a fait aussi des consultations de suivi. L'objectif de la consultation de parcours de soins, c'est de créer avec le patient un parcours autour de ses objectifs, puisque on va prendre en compte toutes les dimensions du patient. On a énormément de possibilités à l'Institut Raphaël. Donc, je me reprends. Donc la consultation de parcours, son objectif principal, c'est de créer avec le patient un parcours qui soit totalement personnalisé en utilisant au mieux tous les soins auxquels on peut avoir accès à l'Institut Raphaël. Donc on a évidemment toute une partie nutrition, activité physique, émotion et bien-être. Toute la partie sociale est également, puisqu'on accompagne les patients au niveau professionnel. Donc, au milieu de tout ça, on va piocher en fonction des nécessités du patient, en fonction des effets secondaires, en fonction de là où il en est dans son parcours de vie, pour créer un parcours de soins qui soit le plus personnalisé possible et le plus cohérent en fonction de ses traitements et de là où il en est dans son parcours. On va reprendre la main. Donc c'est vrai que le temps dédié avec un entretien semi-structuré pour que nos infirmières co-construisent avec chaque patient des parcours orientés nutrition, activité physique, bien-être, retour à l'emploi, c'est un temps médical et une compétence qu'on a moins. Et c'est très apprécié. Et puis ces évaluations nous permettent d'arriver à rectifier les parcours, puisque classiquement, quand on parle d'un parcours patient, on va dire est-ce qu'il a été au scanner, quand est-ce que c'est sa date chirurgicale, à quel moment c'est son hospitalisation en hôpital de jour, quand est-ce qu'il va avoir sa chimiothérapie. Et l'infirmière de coordination classique dans les hôpitaux souffre un peu de ça, c'est-à-dire d'avoir à jouer un rôle de super secrétaire alors qu'on a envie de faire un peu plus d'humain. Et ça crée beaucoup de déception et de frustration. Là, on est en train de parler d'une coordination de parcours santé. On va avoir cette approche globale. Et c'est cela que nous souhaitions mettre en avant. On a, avec des chercheurs en marketing, qui ont ouvert une chaire en expérience patient. On fait des études expérientielles, sur la perception de la relation soignant-soigné, le marketing sensoriel dans les espaces, et tout un tas de travaux sur la recherche en émotion. Alors l'idée, c'est que l'expérience patient se positionne sur plusieurs axes. Bien sûr, le vécu de la maladie, dans ses manifestations physiques, psychologiques, et tout ce qui en découle. Les interactions qui peuvent influencer le bien-être du patient, sa qualité de vie, sa santé, et considérer le patient avant tout, à chacune des étapes du parcours. Et c'est vrai que les chercheurs en marketing nous ont proposé des méthodologies pour avancer. On n'est pas forcément dans la recherche quantitative qu'on connaît quand on évalue nos médicaments. On a aussi une recherche qualitative avec une certaine méthode, une manière de conduire des entretiens, et puis tout un tas de problématiques humaines qui sont mises en avant, et méthodiquement, qu'on arrive à délier. Et donc, on a ici mentionné quelques exemples de thématiques. Celle qui nous est chère en ce moment, c'est vraiment la résilience, au sens où Boris Cyrulnik l'écrit, la capacité à rebondir après un traumatisme, qui est médiée par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects, par l'interaction avec l'environnement. Et donc ce côté expérientiel préside à tous les programmes d'accompagnement et de parcours santé. Nos 4 coordinatrices de parcours l'ont en tête. Et donc le médecin, il n'est que le maillon d'une chaîne qui le dépasse, à laquelle il participe, mais qui est forte parce qu'autour, il y a du monde. Émilie, à toi. Donc, au cours de la consultation de parcours, on passe à peu près 1 heure avec le patient, ce qui est beaucoup quelque part, puisqu'on va prendre le temps de l'écouter, beaucoup le questionner. Et à cette occasion, le patient va pouvoir vraiment prendre part à la mise en forme de son parcours de soins. Il va pouvoir s'exprimer et il va pouvoir définir lui-même là où il veut aller, où il veut se trouver lorsqu'on fera la consultation de suivi. Donc, à cette occasion, c'est vrai que le patient, il n'a pas souvent le temps d'exprimer tous ses symptômes. Donc déjà, il a ce moment pour l'exprimer. Et puis, il a aussi le temps de s'imaginer autrement et de créer
la suite psychologiquement, inconsciemment aussi. Et je pense que la puissance, elle se trouve aussi là dans le temps qu'on va accorder au patient et dans le fait de lui demander d'exprimer quelque chose un objectif, donc quelque chose de positif, la vie d'après. Sur les points qu'on évoque, l'autonomisation du patient, quand on parle avec nos infirmières, elles nous ont répondu spontanément. D'abord, on va évaluer la motivation du patient et son engagement, sa dépendance. Il y a un lien de subordination et des fois un sentiment bien ancré de subordination, de passivité, qui altère la qualité de vie parce qu'on a créé certaines dépendances par rapport à ce système de soins qui nous chosifie avec des prescriptions sans cesse, sans forcément nous demander notre avis. Ensuite, il y a un transfert de connaissances qui est l'enjeu. Transférer les connaissances au patient pour l'autonomiser. Et ça, c'est assez fondamental que le patient soit acteur de sa vie, qu'il ne subisse pas le temps de sa maladie, de la fragilité supplémentaire, parce qu'on est dans un cadre relationnel, d'une relation soignant-soigné, hiérarchique, avec passivité. Ensuite, on parle beaucoup de délégation des tâches. C'est-à-dire le patient étant un acteur, il va participer activement, il y a une transmission, on crée une relation de confiance. Il y a une autre dynamique relationnelle qu'on voit bien en clinique. C'est-à-dire quand nous, médecins, prescrivons et quand le patient est dans un parcours de santé, on les voit arriver avec une autre dynamique personnelle, une compliance au traitement qui est différente, un bien-être qui est affirmé comme étant différent, grâce à ce processus d'autonomisation qui est réfléchi. Et on définit avec des patients des objectifs de soins. Pour qu'il y ait adhésion, il faut qu'il y ait un commun accord sur des objectifs de soins. Et s'occuper du bien-être de quelqu'un, c'est être attentif, prévenir ses désirs, lui faire plaisir, réinstaurer la notion de plaisir dans un traitement qui a l'air de ne pas être plaisant, mais qui peut parfois paradoxalement générer énormément de choses positives pour procurer des soins nécessaires à la guérison, arriver à travailler sur l'imaginaire de chaque patient pour faire disparaître une maladie. Et ça nous amène à toute la thématique, est-ce qu'on est là pour soigner ou soigner et prendre soin? Et Émilie et donc toutes les infirmières travaillent sur cette autonomisation. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que le patient qui prend part à la consultation de parcours et donc à son traitement va avoir la sensation d'être beaucoup plus acteur et donc mieux observer son traitement. On peut observer aussi que la confiance en ses capacités rien qu'à s'exprimer sur ce qu'il vit et sur ce qu'il ressent lui donne confiance en sa capacité totale à insérer le parcours de soins. C'est une responsabilité positive puisqu'il agit sur sa propre santé et on sait très bien que savoir quel traitement, quand les patients savent quel traitement ils ont, quand ils prennent part à la réflexion, quand ils prennent part, on sait que la rémission est plus, enfin en tout cas la qualité de vie est bien meilleure. Et le patient redevient lui aussi une ressource thérapeutique. On peut collaborer avec lui et il est beaucoup moins dépendant des soignants. Alors évidemment, il faut évaluer quelques petites choses, pas laisser le patient totalement dans son coin et considérer qu'il est totalement autonomisé. Il faut rester vigilant et comme on est 70 personnes à travailler à l'Institut Raphaël, on a tous la capacité d'observer au quotidien les patients, les coordinatrices de parcours vont voir les patients 3 fois à peu près ou 4 fois dans leur parcours de soins. Les autres soignants sont très vigilants et très alertes. On a aussi la possibilité de se retrouver une fois par semaine pour justement pallier à ces risques, détection des signaux d'alerte, l'isolement du patient qui doit être considéré. Voilà, alors c'est vrai qu'on a bien entendu évoquer qu'on est très actif dans le traitement des cancers, mais on sait aujourd'hui, tout le monde le sait, que 40% des cancers sont évitables. Et on parle souvent des options pour arrêter de fumer, l'alcool, la sédentarité, le surpoids. Mais on sait que c'est moins de 3% des budgets de notre système sanitaire. Donc on a envie tous d'aller vers plus de prévention. Et pour aller vers plus de prévention, il faut du temps, de la formation, de la qualité relationnelle. Et on voulait terminer sur un aspect organisationnel. On sait que dans nos hôpitaux, on a une structure de travail très hiérarchique et que parfois le sourire de l'aide-soignante qui a sauvé un patient et une famille va pas être proportionnel à la crédibilité qu'on donne à une de ces idées et à la façon de l'implémenter, parce que notre système est hiérarchique. Or, aujourd'hui, on voit que dans nos structures de soins, on a beaucoup tenté de sécuriser les emplois
et de donner une identité, mais on voit que chaque soignant a besoin d'une reconnaissance de son travail, d'une estime de soi et de se réaliser dans son travail. Et donc l'idée dans les organisations de travail de ces parcours santé, c'est d'arriver à avoir un système avec une intelligence collective, un peu moins hiérarchique, où chacun prend une place, a des idées, ces idées ont de la valeur, pour pouvoir passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Que le patient puisse être autonomisé, c'est une question de démocratie sanitaire, et que les médecins, les infirmières, comme tous les autres acteurs paramédicaux, puissent travailler main dans la main. Voilà pour ce qu'on voulait dire sur l'autonomisation des patients. Émilie ? Alors, je voudrais rajouter une toute petite chose. On n'a pas évoqué les aidants, mais on intègre aussi les aidants au parcours de soins. Ils auront accès au parcours de soins de l'Institut parce qu'on considère qu'un patient qui a un aidant qui ne va pas bien va aller forcément moins bien. Donc on intègre quelques aidants au parcours de soins et moi je vois une réelle différence dans le vécu du patient. Voilà, c'était important de souligner ça. Merci à tous les deux pour votre retour d'expérience et cette communication qui est passionnante et qui suscite déjà des questions, et je pense qu'on pourra vraiment échanger longuement après la communication de Stéphane. Alors du coup, est-ce que Stéphane est en ligne ou pas? Pour l'instant, on ne voit pas sa vidéo. Bon, oui, Antoine. Alors Stéphane, on t'entend tout à fait, oui. On ne te voit pas, mais on t'entend, c'est déjà ça. Oui, je pense que... Alors vraiment désolé de ne pouvoir être présent avec vous sur le plateau, et puis on a vu avec les techniciens une liaison vidéo un petit peu difficile, donc si vous m'entendez bien, vous devez avoir mes diapositives. Il faudra simplement, Antoine, que tu me dises si l'enchaînement des diapositives correspond bien à ce que je dis. De toute façon, Stéphane, c'est toi je passe tes diapositives, donc tu me demandes de changer les slides quand tu en as besoin. Voilà, on t'entend, on y va. Donc, merci à vous trois. Moi, je viens d'entendre effectivement une communication très intéressante sur l'autonomisation du patient. Et moi, je vais vous parler d'auto-administration avec l'exemple de GCSF. Est-ce que c'est une réponse aux besoins des patients? Donc, merci encore au laboratoire Accor d'organiser ce symposium et de m'y avoir invité. Tu peux passer diapositive numéro 2. Donc, c'est normalement la diapositive de lien d'intérêt. Et voilà. Diapositive numéro 3, on va fixer le problème de la neutropénie fébrile. Alors, la neutropénie fébrile, elle correspond à une température supérieure à 38,3 ou 2 lectures consécutives de température supérieure à 38 pendant 2 heures et un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 500 ou une diminution attendue de ce taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 500. Donc, ces diapositives sont extraites du référentiel de l'AFSOS sur les neutropénies fébriles qui est piloté par Nicolas Jovenin. Donc, pour prévenir cette neutropénie fébrile, quelle que soit l'indication, qu'on soit en curatif, en palliatif, en néoadjuvant, en adjuvant ou en métastatique, en particulier en cancérologie, l'objectif initial, c'est vraiment de déterminer le risque de neutropénie fébrile lié au protocole de chimiothérapie. Si le risque est inférieur à 10%, pas d'indication de GCSF en prophylaxie primaire. Et à l'inverse, si le risque est supérieur à 20%, il y a une indication à administrer du GCSF. Tout le problème se situe pour les protocoles de chimiothérapie dont le risque de neutropénie fébrile se situe entre 10 et 20%. Et il y a des sites, en particulier les sites du NCCN, le ORTC ou l'ASCO, où vous avez la liste des protocoles et leur risque de neutropénie fébrile. Diapositive suivante. Donc, pour ces protocoles dont le risque de neutropénie fébrile se situe entre 10 et 20%, les facteurs de risque individuels vont être déterminants. Et le risque est important, en particulier chez les patients au-delà de 65 ans. Ce qui augmente également le risque, c'est une maladie avancée. Donc là, la définition est un peu floue. Un antécédent de neutropénie fébrile, bien évidemment, et pas d'administration d'antibiotiques ou de GCSF. Et puis les autres facteurs, c'est un mauvais état général,
le sexe féminin, une insuffisance hépatique ou rénale, une maladie cardiovasculaire ou une hémoglobine inférieure à 12. Diapositive suivante. Donc, cette deuxième étape, l'objectif va être de définir le risque global avec ces facteurs individuels. Le risque global est faible, pas d'indication de GCSF, et on revient aux chimiothérapies dont le risque est inférieur à 10%. Et si le risque global est élevé, il y a une indication d'administrer des GCSF en prophylaxie primaire de la neutropénie fébrile. Diapositive suivante. Simplement pour vous rappeler que sur le site de l'AFSOS, vous avez accès à tous les référentiels. En particulier, vous pouvez rechercher les référentiels en soins de support par thème, par mots-clés ou par symptômes, et vous pouvez télécharger ces référentiels, dont le référentiel en particulier sur les neutropénies fébriles. Diapositive suivante. Donc, le pelgrastime biosimilaire va être un GCSF administration unique, retardé. Diapositive suivante. Et toujours, selon le référentiel de l'AFSOS, selon la Haute Autorité de Santé et les préconisations de l'AFSOS, le pegfilgrastim va être administré en dose unique de 6 mg. Il est administré après chaque cycle de chimiothérapie, en administration sous-cutanée, et après la fin de la chimiothérapie cytotoxique, dans les 24-36 heures. Ça, c'est un élément important lorsqu'on administre du pegfilgrastim, une injection unique. Donc l'auto-administration, on va l'appréhender à travers une enquête. Donc cette enquête, elle a été réalisée par téléphone sur la France entière entre le 24 février et le 24 avril 2020. Et on a interrogé donc des oncologues, des hématologues et des onco-hématologues. Vous voyez qu'il y avait 180 oncologues interrogés et 137 hématologues ou onco-hématologues, et également des spécialistes d'organes avec des compétences en oncologie qui ont été interrogés sur leur prescription de facteurs de croissance GCSF. Diapositive suivante. Donc si on regarde le profil des participants, vous voyez la répartition sur l'ensemble du pays. On a eu des réponses à l'enquête dans les différentes grandes régions vues sur la carte. L'activité professionnelle, vous voyez 96% des médecins interrogés exercent en hôpital ou en clinique et 4% seulement en cabinet libéral. Il y a une prédominance masculine sur les réponses à 64%, et en moyenne, les médecins avaient 16 années d'exercice sur l'ensemble des participants. Vous voyez que pour la moitié, c'est des jeunes oncologues ou jeunes hématologues, puisque 46% ont moins de 45 ans et les tranches d'âge se suivent. Diapositive suivante. Donc, on interrogeait les médecins sur quelles étaient les formes galéniques de pegfilgrastim qu'ils prescrivaient. Et vous voyez que pour ces spécialistes prescripteurs de facteurs de croissance GCSF, 70% vont prescrire une seringue pré-remplie de pegfilgrastim et 30% sont des prescripteurs de stylo-injecteurs pré-remplis. Vous voyez qu'on a 52% pour la seringue et les deux formes atteignent 80%. Et le chiffre important, c'est 70% de ces utilisateurs utilisent la seringue pré-remplie et seulement 30% le stylo. Donc, diapositive suivante. Lorsqu'on interroge ces médecins on leur demande d'attribuer une note sur leur expérience par rapport à la prescription de seringues pré-remplies ou de stylos injecteurs, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative sur les notes d'expérience, avec une moyenne qui est assez satisfaisante, en tout cas presque à 8 pour les deux injections. Donc, diapositive suivante. Donc, pour terminer, si on veut discuter, quel est l'intérêt d'une forme de stylo-injecteur, donc pour autonomiser le patient sur ses injections. Et lorsqu'on interroge les médecins sur ces profils patients, 78% vont répondre qu'il est indispensable d'avoir un patient autonome
Pour plus de la moitié, il faut que le patient soit observant, et on arrive à presque 47%. Ça s'adresse plutôt, on en rediscutera sûrement tout à l'heure, aux patients jeunes. Des patients qui ont peur d'une aiguille ou qui sont isolés sur le plan géographique, ce stylo auto-injecteur peut être aussi une solution. Par contre, chez le patient âgé, seulement 24% on le préconise chez le patient âgé et 23% chez les patients qui ont déjà été traités par une seringue préemplie. Donc voilà, ce pegfilgrastim en auto-injection est une solution d'autonomisation des patients, plutôt sur des patients jeunes et actifs, mais on va y revenir probablement dans la discussion. Je vous remercie, j'espère que la qualité de la communication a été audible. Merci Stéphane. Oui, effectivement, on t'a très bien entendu et merci pour ta présentation. Donc on va aborder cette table ronde avec l'ensemble de nos intervenants. Alors effectivement, je pense qu'il y a donc quelques questions qui concernent votre première intervention qu'on va pouvoir relayer aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez finalement décrit un modèle que la littérature nous annonce depuis déjà quelques années avec finalement les soins de support précoce et notamment à travers un dispositif qui met en avant les infirmières de pratiques avancées finalement, puisque c'est le travail que vous faites correspond à celui des pratiques avancées. La France est un pays qui a légiféré très tardivement sur les infirmières de statut de pratique avancée. En Europe et dans le monde, on était le 26e pays à le faire. Et finalement, vous êtes précurseur sans être rentré dans ce moule d'organisation. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ce que je retiens aussi, c'est que finalement, vous nous apportez cette approche qui est ciblée, avec l'évaluation ciblée des besoins du patient. Et effectivement, dans la littérature, on a vu évoluer les modèles avec des modèles qui étaient plutôt systématiques versus les modèles où l'évaluation n'existait pas. Et puis maintenant, on sait très bien que ce qui est vraiment le mieux, c'est d'avoir cette évaluation qui soit ciblée. Alors, j'avais une première question. En pratique, est-ce que vous utilisez des outils d'évaluation standardisés dans votre consultation infirmière ? On est en train de retravailler notre consultation infirmière parce qu'on l'a mise en place. Comme vous venez de le dire, le modèle n'existe pas. Donc, on l'a mis en place à l'ouverture et on l'a retravaillé plusieurs fois. Là, actuellement, on est en plein travail, effectivement. On va garder l'échelle standard verbale pour la douleur. Et puis, on va travailler sur les autres échelles de 0 à 4 de façon à être plus précis dans notre questionnement, de façon à faciliter aussi la réponse du patient et avoir moins de biais. Parce que là, on s'est rendu compte que sur les consultations de suivi, l'analyse des consultations donnait des... Si vous voulez, on avait un biais sur le vécu du patient qui, lorsqu'il vit la maladie du cancer, va avoir potentiellement envie de changer beaucoup de choses dans sa vie et, grâce à l'Institut Raphaël, va se repositionner un petit peu différemment. Et cette période de repositionnement va le faire à un moment donné basculer dans quelque chose d'un peu moins agréable. Et on le retrouvait sur nos évaluations, alors que si on parle avec le patient et tout ce qui était descriptif montrait que le patient était mieux. Donc on a changé nos grilles d'évaluation pour diminuer ce biais. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. En fait, le simple fait de donner du temps dans cette consultation de coordination de parcours, en soi, c'est thérapeutique. C'est-à-dire que quand on a nos patients en consultation médicale, on dit « Monsieur, madame, est-ce que vous allez bien ?» Le fait de le demander, certains sont surpris, comme si ce n'était pas habituel, mais on passe pas beaucoup de temps avec eux, et puis 80% vont nous dire oui. Quand ils sont en consultation et on donne plus de 5 minutes, finalement, on va voir qu'au bout de 5 minutes, il y a 50% des gens qui sont déprimés si on les laisse parler. Et puis on va voir qu'au bout d'un quart d'heure, il y a 80% de troubles sexuels si on leur donne l'occasion de le dire. Et en fait, il y a des belles études, notamment il y a 2 collègues en France qui ont montré qu'on coupe la parole aux patients en moyenne au bout de 23 secondes en consultation. Donc le premier critère qualité, c'est de donner du temps aux patients. Le temps, c'est de la qualité. Le deuxième aussi critère pour nous, parce qu'on aurait pu dépêcher des infirmières à domicile, mais c'est d'avoir un espace commun. Quand l'espace de votre corps vous trahit, après votre corps, si c'est la rue, c'est assez agressif. Donc il faut reconstituer un espace bienveillant où on va donner du temps qualitatif. Et on sait que dans les parcours d'accompagnement, alors là on a fléché des soins de support qui sont censés être leaders pour porter le reste, mais quand on donne du temps, que ce soit un massage thérapeutique, et ça on pourrait avoir un débat dessus, un soin d'onco-esthétique,
À partir du moment où on donne du temps, on a montré que déjà en 3 mois, on diminuait le sentiment d'isolement de 35% et on diminuait le taux de dépression de 56%, simplement en 3 mois d'accompagnement, quel qu'il soit. Donc, pour résumer, la plupart du temps, ce qu'on souhaite avec un parcours, c'est de mobiliser les ressources intérieures d'un patient. C'est la première chose. Ensuite, des fois, il y a des patients qui ont des vécus complexes, des traumatismes, on pense les incestes, les violences conjugales, etc., où là, il va falloir des outils et des prises en charge un peu plus spécialisées. Et cancer ou pas cancer, ça a été un détecteur pour rentrer dans une histoire qui est un petit peu différente, des fois qui peut aussi contribuer à la genèse d'un déséquilibre qu'est le cancer. D'accord. Donc notion de temps importante effectivement pour le patient. Est-ce que du coup vous avez pu aussi modéliser, on le sait dans les études finalement, l'intervention précoce d'une infirmière notamment pour évaluer les besoins de soins de support et réaliser finalement l'expertise autour du parcours patient permet de dégager du temps pour les oncologues notamment. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous? Redistribuer un petit peu les rôles et les temps des uns et des autres? Alors la première expérience qui n'en est pas encore à 2 ans, ça a aussi été d'avoir un gros programme en santé numérique, avec un dossier partagé, médical, conforme, avec le patient, les médecins de ville, le parcours d'accompagnement et tous les acteurs paramédicaux, et qui peut servir d'interface. Et donc ça, c'était important, où on a tout ce qu'on appelle le PRO, et le patient qui va rapporter ses effets secondaires. Donc on est en train de travailler sur une base de données commune. Hein, et avec un dossier qui a déjà émergé, avec une application smartphone, etc. Donc ça va être le début d'autres études. On a eu 3-4 études qui ont porté l'initiation. Et maintenant, ce que tu dis, c'est exactement ça. On va arriver à faire des évaluations un peu plus fines. Mais il faut se dire aussi, et ça c'est important, nous médecins, nous avons vécu dans les hôpitaux ensemble. Donc quelles que soient nos spécialités, on a vu ce que c'était qu'un infarctus, un accident vasculaire ou une occlusion intestinale. Mais une sophrologue qui travaille avec une psychologue ou une art-thérapeute, elles n'ont pas forcément la même culture. Donc quand elles partagent un patient en commun, il va falloir apprendre à discuter ensemble. Et donc il y a une véritable histoire anthropologique de soignants qui ne sont pas reconnus précarisés dans leur coin et qu'on doit intégrer dans des parcours parce qu'ils ont une valeur ajoutée, mais en les faisant travailler ensemble. Et la deuxième histoire, c'est la culture de l'évaluation. Donc on a été en médecine formés à ça, pour des questions économiques, etc. Mais évaluer ces pratiques, c'est une culture que toutes les disciplines n'ont pas forcément. Et je vous donne un simple exemple. La personne responsable des massages chez nous, la massothérapie, en fait, ce n'est pas que du massage, parce que beaucoup de gens lui parlent. Finalement, c'est une psychologue déguisée avec des mains de fée. Eh ben, elle s'est évaluée elle-même. Et sur 600 massages pour 250 patients, on a vu que sur 10, il y avait une échelle de bien-être de 4,4 sur 10 avant le massage et de 9,9 sur 10 après le massage thérapeutique. Et donc cette culture d'évaluation, elle n'a pas besoin d'être extrêmement élaborée sur le plan statistique. Dans ce parcours, il faut que chacun puisse intégrer cette notion qu'on a besoin de démontrer qu'une prise en charge globale, c'est mieux qu'une prise en charge de la maladie. En tout cas, la culture de l'évaluation existe, tout comme la culture de l'évaluation, c'était très intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, avec cette approche finalement d'évaluer l'expérience du patient, parce que finalement, c'est ça dont il est question. On a tendance à avoir une approche souvent dans nos hôpitaux qui est très technique et qui est très cloisonnée également, alors que finalement, vous avez envisagé d'emblée ce que pouvait être à travers ce parcours optimiser l'expérience du patient et son ressenti. Exactement, et puis ça s'est concrétisé par ce qui nous intéresse tous, un cercle de réflexion émotionnelle. C'est-à-dire que toute la journée, on prend le pouls artériel pour traiter un risque cardiovasculaire, mais personne ne prend le pouls émotionnel. Et quand un patient vient nous voir avec un dosage du PSA ou une femme avec une mammographie, la solidarité a déjà payé le biologiste pour le PSA ou le radiologue pour la mammographie. Alors pourquoi le repérer une consultation si c'est une consultation qui ne remplit pas ses objectifs? Finalement, ce qu'on traite, nous, c'est la peur de rechute. Donc on va traiter un sentiment de peur en manipulant des émotions. Et donc le cercle de réflexion émotionnelle avec tous ces chercheurs expérience patients, on a un pôle éthique, ces paramédicaux qui travaillent avec nous, fait qu'on a modifié notre manière de faire la consultation médicale. On va continuer sur ce thème-là, puis après, là, on abordera les questions, y compris pour Stéphane. Donc, tu nous as dit que vous envisagiez effectivement de mettre en place des systèmes de Patient Reported Outcomes, donc pour vraiment avoir une approche longitudinale. La question que je me posais finalement dans votre vision qui est proche de l'oncologie intégrative, qui est décrite dans la littérature, où finalement il y a vraiment une intégration des équipes de soins de support aux équipes d'oncologie, c'est comment se font les retours d'informations entre les uns et les autres. Vous avez
un dossier médical informatique commun? Est-ce que vous avez aussi des moments plus informels d'échange, des staffs pluridisciplinaires? Comment vous faites en pratique? Donc c'est une très bonne question. Il y a un dossier partagé, sécurisé, avec de la donnée structurée, semi-structurée, où il y a eu un gros travail. On a des ingénieurs bioinformaticiens qui travaillent dessus. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a des temps dédiés. Hein. C'est centré sur l'humain. On a l'habitude en médecine cancérologique de parler des réunions de concertation pluridisciplinaires. Mais là, on sacralise aussi la réunion de concertation pluriprofessionnelle, où finalement, quand une patiente va avoir un problème, vous avez l'agenda du sommeil de la micronutritionniste, le mouvement dansé de l'art thérapeute, le MDR de la psychologue, etc., etc., où chaque professionnel va essayer de s'exprimer, travailler ensemble. Il y a un retour d'informations. Les coordinatrices sont là pour voir et revoir les patients, voir si on les a bien orientés ou pas. Donc on s'est vraiment considéré à notre échelle, modestement, comme un pilote sur notre secteur. Et on s'est autorisé à ne pas avoir d'idées préconçues. Par exemple, on n'a pas de nombre de soins maximal. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus ou moins d'attention. Et c'est vrai que rentrer dans un groupe de parole ou dans un programme de danse-thérapie ou de yoga, ça ne va pas prendre le même temps pour arriver à s'épanouir et à acquérir ces outils-là. D'accord. Une dernière question pour l'ensemble de nos intervenants. C'est vrai que vous avez aussi bien Stéphane que vous deux évoqué la notion de patient acteur pour l'autonomisation du patient. Que pensez-vous des concepts de patients experts? Donc on sait qu'outre-Atlantique, on a de plus en plus de mouvements de patients experts qui vont même devenir eux-mêmes formateurs d'autres patients. Qu'en pensez-vous? Et Stéphane, si tu nous entends, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur la question en hématologie. Oui. Pour l'oncologie, en fait, le concept est bon. Le mot expert dérange beaucoup, dérange certains, pas moi forcément. On appelle ça, nous, patients partenaires. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières d'avoir ces formations. On a des formations universitaires où il faut remplir un certain nombre d'heures. C'est la loi sur les diplômes universitaires. Tout le monde ne peut pas y avoir accès. Mais concéder qu'un patient qui connaît la maladie de façon générale et pas uniquement sa maladie, il sera moins prisonnier de sa peur et il arrivera à prendre du recul. Et finalement, ce qu'il a vécu dans sa fragilité, il a réussi à rebondir, il va pouvoir le rendre à quelqu'un d'autre. Donc, de passer de sa maladie à la maladie, de pouvoir dire que sa vulnérabilité d'un moment est une force à un autre moment, c'est fondamental. Et donc un patient partenaire, c'est un patient qui, par son autonomisation, va être acteur d'un système de santé qui doit l'appeler. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus un malade ou un organe fragile qu'il ne sert pas le système de santé. Et donc c'est un problème de politique aujourd'hui, d'arriver à intégrer les patients dans les parcours santé. Et donc, il a émergé, en tout cas dans nos institutions, des associations de patients indépendantes qui sont force de proposition, qui siègent au conseil d'administration, qui créent même des ateliers, de la méditation olfactive, des ateliers multisensoriels, etc. Et donc, le patient aujourd'hui doit, à mon sens, bénéficier de cette proposition d'être expert ou partenaire, je préfère. D'accord. Stéphane ? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le terme de patient partenaire plus que patient expert. En hématologie, on voit arriver aussi ce type de patients, en particulier avec les associations de patients. On l'a vu hier soir avec le myélome. On a une association française des malades du myélome, mais c'est valable aussi pour les patients qui ont des lymphomes et d'autres pathologies hématologiques. On a des associations qui sont de plus en plus présentes et qui permettent, en tout cas aux patients déjà de discuter sur des espaces d'échange et de discussion autour de leur pathologie. Alors accompagnés en particulier par des psychologues, ça se met en place de plus en plus dans les services d'hématologie et c'est de plus en plus fréquent et c'est un autre moyen pour les patients d'appréhender leur pathologie et toutes les conséquences autour de la pathologie. Et c'est une bonne ouverture aussi sur les soins oncologiques de support. On discutait hier du problème de la connaissance des soins oncologiques de support pour les patients. Ces associations de patients avec leurs espaces d'échange et de discussion, c'est sûrement aussi un bon moyen de connaissance et d'ouverture vers les soins oncologiques de support.
Oui, donc effectivement, un vecteur d'information, oui, tu as raison de le préciser, parce que parfois, c'est ce qui est compliqué pour nous, c'est de faire connaître les actions de soins oncologiques de support. Oui, tout à fait. Stéphane, une question que je me posais très concrètement, est-ce que par rapport à la prise en charge de la neutropénie fébrile, vous avez mis en place des programmes d'éducation thérapeutique spécifiques pour sensibiliser ce profil patient que tu nous as présenté tout à l'heure? Alors, il n'y a pas de, en tout cas dans mon service ici en hématologie, on n'a pas de programme d'éducation thérapeutique spécifique, mais c'est devenu quelque chose de systématique sur les chimiothérapies avec un risque potentiel de neutropénie fébrile. On explique de manière systématique aux patients les modalités de la température, les modalités d'appel dans le service. On leur remet un document qui est systématisé sur les consignes de surveillance de température et les consignes d'appel. Et on le fait, alors sur les chimiothérapies hématologie, on est, nous, beaucoup confrontés aux chimiothérapies potentiellement neutropéniantes, et on le fait de manière systématique sur ces protocoles-là. Mais il n'y a pas de programme d'éducation thérapeutique spécifique, mais je pense que ça doit exister dans certains services d'hématologie. Je sais que j'ai vu passer comme ça des programmes d'éducation spécifiques centrés autour de la neutropénie fébrile des chimiothérapies hématotoxiques. D'accord, mais en tout cas, il est intégré à l'ensemble des informations que vous délivrez autour de la chimiothérapie. Ouais. Stéphane, il y avait une question pour toi. On nous demande si ces nouvelles préconisations nous mettent à l'abri des poussées d'hyperleucocytose un peu trop fréquentes il y a 10 ans encore. Avons-nous tous les retours de NFS post-injection? Alors, premièrement, il n'y a pas de risque supplémentaire d'hyperleucocytose avec ces formes retard, quelle que soit leur modalité d'administration. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, l'hyperleucocytose, mais c'est quelque chose qui est le plus souvent, en tout cas, facilement gérable. Donc nous, on surveille de manière très régulière les patients d'hématologie par des énumérations. Mais cette hyperleucocytose, alors lorsqu'on administre du GCSF de façon quotidienne et qu'on constate une hyperleucocytose, on peut demander aux patients d'arrêter. Ça existe avec les formes retard et c'est sûrement plus étalé dans le temps. En tout cas, c'est pas vraiment un problème majeur de ces formes de pegfilgrastim à injection unique, en tout cas. C'est quelque chose d'assez bien géré, en tout cas en hématologie. D'accord, très bien. Alors, on va continuer par d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure. On m'a posé une question basique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'évaluation médico-économique, mais en tout cas, une question m'est posée. Comment est financée votre structure? Alors, vous avez raison. Il n'existe pas aujourd'hui de modèle économique pour s'occuper du patient, mais il existe des modèles pour s'occuper de la maladie. Quelqu'un qui a mal au dos, on peut faire 5 IRM, les 5 seront remboursés, mais 1 heure avec l'ostéopathe qui enseigne à l'école des postures du dos, ça, c'est pas possible. Donc en fait, culturellement, il va falloir que ça change. Alors, bien sûr, nous, c'est une association, loi de 1901, qui travaille avec des entreprises, des privés, notre région pour des programmes sport. Donc on a de multiples partenariats. Maintenant, il faut s'interroger nous-mêmes sur notre manière de concevoir notre système de soins. Vous savez qu'aujourd'hui, parce qu'on va vite en consultation, pour tout un tas de raisons, la consultation à 23 €, etc., je le concède à ceux qui vont l'évoquer, 93% de nos consultations se soldent par une prescription médicamenteuse, contre 40% aux Pays-Bas, et ils ne meurent pas plus tôt. Et en fait, on jette une boîte sur 2 à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc la qualité, on pourrait la financer, on a quand même plein de points d'économie. Donc l'idée, ce n'est pas de dénoncer et de ne pas proposer. Aujourd'hui, il faut démontrer la valeur qu'a un parcours pour qu'on puisse enfin le rembourser. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, quand on sait que l'entreprise regarde mal, c'est qu'un patient sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Mais avant cette rupture, il y a des phénomènes d'absentéisme au travail. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros aux entreprises. Quand un patient est managé, pour 80% d'entre eux, on retourne plus vite au travail et ça fait des économies pour les entreprises. Donc si on a une réflexion macroéconomique, on pourra arriver à financer sans qu'il y ait de coûts plus importants, et c'est l'objectif. Donc il va falloir l'étudier. Mais on ne part pas perdant. On n'a pas à culpabiliser de rajouter une ligne budgétaire sur la dépense de sécurité sociale. Et aujourd'hui, on a beaucoup culpabilisé les prescripteurs
je crois qu'il faut une réforme dans la manière d'envisager la santé de nos patients. Et d'ailleurs, on ne dit pas les soins de support, parce que support, ça veut dire supporter les traitements. C'est des soins qu'on fait pour supporter les traitements. On parle de soins d'accompagnement, pour accompagner les gens. On transfère l'histoire d'un traitement à un patient, et le traitement, ça fait partie naturellement de l'accompagnement. Oui, donc effectivement, deux choses. La nécessité de réfléchir à d'autres modes de financement. C'est vrai qu'on sait que c'est dans les cartons depuis pas mal de temps et on nous en parle de plus en plus avec l'intégration de la notion parcours et de la qualité. Mais aussi le fait qu'effectivement, ce type de soins mis en œuvre précocement vont permettre de réduire les coûts. Alors, c'était démontré dans la sphère des soins palliatifs précoces et de façon très large et évidente. Mais on est tous persuadés qu'en intervenant au plus près de la problématique avec les ressources les plus adaptées, forcément, on devrait pouvoir avoir un impact médico-économique. Alors, il y a une question pour Émilie. Quel est le vécu des infirmières dans ce parcours patient? Parce que finalement, vous avez un rôle clé qui doit être passionnant au quotidien. Donc, quel est votre vécu en tant qu'infirmière? Alors effectivement, mon rôle au sein de l'Institut est passionnant parce qu'on a mis les choses en place aussi. Et ça, c'est toujours très agréable. Et alors, à l'Institut, il y a très peu de salariés. Nous sommes tous finalement beaucoup indépendants. Moi, je suis indépendante aussi. J'interviens 2 à 3 jours, voire 4, parfois 5 jours par semaine à l'Institut. Mais j'ai une certaine liberté et je pense que j'ai aussi cette capacité de venir et m'éloigner un peu lorsque c'est nécessaire parce qu'on est face à des histoires parfois compliquées, des personnes jeunes aussi, et avec des histoires plutôt lourdes, mais ce qui ressort, c'est la chance en fait de pouvoir travailler dans un institut totalement novateur et qui, à mon avis, va faire émerger d'autres centres comme celui-ci. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on parle de l'autonomisation du patient. Nous, on a vécu médicalement l'autonomisation, je vais peut-être choquer, des infirmières. C'est-à-dire qu'on a dans les circuits de soins très établis avec une organisation de travail, parfois ça peut étouffer la créativité parce qu'il faut perfuser 25 patients, répondre aux sonnettes, faire les toilettes, il y a du palliatif, c'est complexe. Quand on a sorti des infirmières d'oncologie, des services d'hospitalisation, mais on en a besoin, on a tous des patients à traiter. Enfin, celles qui sont sorties en tout cas et qui ont commencé à être autonomisées avec une vraie fonction de garant de la santé des patients et pas uniquement de la gestion de leur maladie, eh bien, on a vu se développer leur créativité également, mais la manière dont elles s'investissaient, dont elles créaient des projets. Et je vous donne un exemple simple. Émilie pose sur mon bureau avec Mathilde et nos infirmières un projet où, à domicile, on va travailler avec nos équipes avec de la réalité virtuelle 3D hypnotique pour que pendant les perfusions des patients, on puisse arriver à faire valoir sur le plan expérientiel avec nos chercheurs un autre vécu. Et donc ça, c'est des projets qu'on a sur la table au quotidien qui sont créés par nos équipes parce qu'elles sont toujours en train de se décarcasser. Comment on va faire mieux? Comment on va faire en sorte d'être avec le patient? Dans ce que vous nous expliquez tout à l'heure, finalement, je notais l'impact, il est effectivement dans vos organisations sur les patients, sur les soignants et sur les aidants. Cette notion de qualité de vie pour nos professionnels de santé, elle apparaît de façon très nette dans toute votre présentation. Stéphane, est-ce que finalement, vous avez pu aussi mesurer l'impact sur les soignants de l'utilisation de systèmes permettant justement l'autonomisation du patient? Comment le vivent les infirmières dans les services, dans le suivi du parcours en hématologie? Alors, on ne l'a pas mesuré en particulier avec les infirmières du service. On utilise, si on parle de pegfilgrastim, on utilise plutôt ces injections à l'extérieur. Donc, ça serait plutôt plus évident à mesurer auprès des infirmières libérales une injection au lieu de plusieurs injections quotidiennes, et on utilise de plus en plus ces formes retard. Mais on n'a pas mesuré encore l'impact, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est 30%, 70% l'impact de ces auto-administrations. C'est un petit peu la même chose pour les érythropoïétines, où on devrait être à peu près dans les mêmes chiffres. Il y a certains patients qui peuvent s'administrer eux-mêmes leurs érythropoïétines, mais le plus souvent, ce sont les infirmières qui le font.
L'avantage, il est surtout pour le patient, hein, le patient qui reste actif, qui a encore des activités professionnelles ou dans ses temps de liberté, en tout cas. Et ces patients-là ont énormément, en tout cas avec les protocoles d'hématologie, ont énormément de contrôle sanguin. Et si on peut leur éviter parfois une dépendance vis-à-vis d'un rendez-vous infirmier et qu'il réalise lui-même son auto-injection, ça sera un grand bénéfice en tout cas pour ces patients. Oui, donc un impact direct dans la vie du patient et son organisation personnelle Oui. et professionnelle. Oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment, et on l'a vu avec l'enquête, hein, c'est vraiment le patient autonome, jeune, plutôt actif. C'est le candidat en tout cas idéal pour proposer ce système d'auto-injection et d'autonomisation des soins. D'accord. On va prendre une dernière question. Alors, ce matin, nous avons appris que les troubles cognitifs précoces dans le cancer sont signe de gravité de la maladie. Leur rémanence après les soins sont souvent annonceurs de récidive. Ne pensez-vous pas qu'une évaluation les recherchant précocement, effectuée par une infirmière formée à leur évaluation, pourrait plus rapidement alerter et favoriser un traitement spécifique plus précoce de la récidive ? Vous avez une belle association bordelaise qui s'appelle Oncogite. Je leur fais la publicité parce qu'elles le méritent. Qui ont développé même des logiciels avec l'Université de Lyon pour travailler sur les troubles cognitifs. Donc, c'est des neuropsychologues. Et donc, il y a de vrais travaux qui sont faits. Vous pouvez vous rapprocher d'elles. C'est sûr que les troubles de la mémoire ont dans la cognition porté les problématiques avec ce chémobrain, ces fameux troubles de la mémoire qu'on avait en post-chimiothérapie et même des fois sans chimio avec la radiothérapie. Mais on a aussi d'autres problèmes cognitifs, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention, des troubles du langage qui ne sont pas encore assez étudiés. Alors, c'est vrai qu'on l'évalue plus sur le plan des séquelles des traitements que de phénomènes annonciateurs, finalement, de rechute précoce, sauf dans les tumeurs cérébrales, bien sûr. Mais je crois que c'est une culture d'arriver à mettre des neuropsychologues de l'étude de la cognition. Rééduquer la mémoire pour un chémobrain, c'est beaucoup des orthophonistes qui travaillent sur des séances d'une heure et demie, plusieurs fois de suite. On a de vrais résultats, mais on n'a pas encore ces cultures très installées et on est en train d'appeler des neuropsychologues formés. Et c'est pour ça que ces associations qui font de la formation sont très importantes. Il faut qu'on voit émerger des personnels qualifiés pour nous aider à faire ce genre de prise en charge. Très bien, merci. En tout cas, merci beaucoup à nos 3 intervenants pour la richesse des échanges et des présentations. C'était vraiment passionnant. Merci Stéphane d'être intervenu même à distance. Et puis nous allons passer... Nous allons désormais passer à la remise du prix Bourse Défi Accor. Et donc vont me rejoindre le professeur Yvan Krakowski et monsieur Xavier Mesrobian, qui est directeur général Accor Healthcare France Benelux. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci. Je ne sais pas si j'ai la première diapositive qui était la dernière. Non, c'est la bonne va arriver. Eh bien, rebonjour ou bonjour à tous ceux qui sont connectés chez eux, dans leur bureau, dans leur salle de réunion pour un nouvel épisode de notre congrès. Voilà, moi je suis très heureux d'accueillir les laboratoires Accor au sein de cette manifestation. Ils nous ont fait le plaisir et l'honneur, on espère le mériter, de délivrer une première bourse dans le domaine de l'oncologie, en le ciblant sur un sujet qui nous paraissait important, qui est le parcours de soins, justement, où on va sortir un petit peu du tout médicament et réfléchir à l'organisation. On a eu juste avant une présentation qui était très intéressante sur le sujet. Ils nous ont concocté un conseil scientifique pluridisciplinaire comme on les aime, très médical néanmoins, il faudra peut-être y réfléchir pour la suite. Qu'avec des collègues, oncologues, hématologues et pharmaciens, et ça c'est aussi une très bonne chose, notamment pour les parcours de soins, puisque comme on le sait tous, nos malades sont de moins en moins à l'hôpital. Et vous avez sous cette diapositive les critères principaux qui étaient indiqués pour pouvoir répondre à cette bourse défi Accor Healthcare, première édition, en lien avec l'AFSOS, encore une fois. Très agréable de penser que les efforts du conseil d'administration et des membres de l'AFSOS
font que c'est en son sein qu'on puisse développer et favoriser le développement d'autres activités et d'autres collègues et d'autres équipes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Suivante. C'est peut-être moi qui dois... Oui, je suis un peu feignant. Voilà. Donc, c'était une bourse de l'innovation. Voilà, vous avez quelques critères ici. Hein, l'idée, c'est d'accompagner les projets d'établissement en onco-hémato, soutenir la mise en place du parcours de soins. Voilà, ça, c'était l'axe principal. Et le choix, c'est effectivement porté sur un dossier qui répond parfaitement à ces critères. Voilà, accompagner les porteurs de projets, notamment les jeunes praticiens. Celui qui a été retenu n'est pas très vieux. Voilà, on pourrait faire de plus en plus jeune l'année prochaine. Le partenariat avec l'AFSOS voilà, a été réfléchi ensemble avec le conseil d'administration et l'équipe d'Accor Healthcare. Prix attribué non négligeable et qui permet de mener des projets de façon tout à fait efficace, puisque vous savez que souvent les appels à projets sont parcellaires, enfin les dons sont parcellaires et c'est toujours difficile pour les équipes de dépenser beaucoup d'énergie pour aller chercher des moyens et développer les idées. Donc vous avez ici le conseil scientifique dont j'ai déjà dit qu'il était pluriprofessionnel, voilà, avec d'éminents collègues qui devaient être avec nous, mais voilà, les conditions étant celles-ci, nous avons évité de les contaminer, on va dire ça, et de leur permettre, ou de se faire contaminer, et de leur permettre d'assister à cette session de leur bureau. Alors évidemment, tout ce qui est appel d'offres et bourse répond à des critères bien particuliers. Donc vous voyez, vous les avez les 6 résumés ici. L'originalité, la pertinence. On n'a pas de choses très particulières, mais enfin, c'est un critère de qualité. La mixité de l'équipe projet, ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours établi. La méthodologie, bien sûr, les critères d'évaluation. Est-ce que ça répond concrètement à des besoins? Bien sûr, ça c'était important. La faisabilité et l'échéance. Et puis, voilà, une démarche de communication des résultats. Et l'idée, c'est qu'effectivement, les gens qui obtiennent ces budgets viennent rendre compte et soient incités à publier. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire connaître clairement leur projet, l'AFSOS et l'aide du laboratoire Accor Healthcare, ce qui n'est absolument pas un problème pour nous. Nous avons eu 3 projets finalistes, voilà, qui sont situés ici. Donc un porté par le docteur Guillaume Buiret, qui est urologue, qui est très impliqué dans la plateforme de soins de support du centre hospitalier de Valence, voilà, et dont le projet était l'accompagnement de l'après-cancer dans et hors les murs hospitaliers avec les associations de patients. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous plaisait bien. Et l'idée était de structurer ce projet de façon très rationnelle, en commençant par une localisation fréquente, évidemment, mais une seule, parce que voilà, les parcours vont être à définir en fonction des services qui sont amenés à intervenir, de la typologie des malades, des modalités de surveillance et du recours aux soins de support qui sont nécessaires. Le contexte, c'est que la région de Valence comporte beaucoup de départements ruraux à très faible densité médicale oncologique. Voilà, que dans la région, aucune action après-cancer n'était identifiée et que, évidemment, l'angoisse et le bénéfice des patients par les soins de support n'étaient plus à démontrer. Alors ce projet comportait un échéancier, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des échéanciers, budgets, retombées attendues, ce qui est important, et vous pourrez les lire en détail et vous en inspirer, même si les autres projets n'ont pas pu être retenus. C'est toujours intéressant de participer à ces bourses parce que ça donne des idées, ça nous conforte dans le fait qu'on est sur une bonne voie ou pas une bonne voie et que ça peut aider à créer aussi du lien entre plusieurs équipes. Le projet numéro 2, le titre était bien attractif. Moi, j'aime bien Pharaon. Voilà, parcours pharmaceutique adapté en oncologie. Là aussi, comme je le disais en introduction, la problématique ville-établissement est une problématique tout à fait essentielle. C'est le CHU de Nantes et le docteur Jean-François Huon qui souhaitaient porter ce projet par l'Association pour la formation et la recherche en pharmacie. Le contexte était celui de la modification de la prise en charge des patients avec les traitements oraux. On connaît ça tous par cœur. La problématique de l'interface ville-établissement,
l'absence de communication souvent entre les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens de ville et les professionnels en général. Et puis, bien sûr, tout ce problème des interactions médicamenteuses, de la non-observance, surtout avec les nouvelles approches thérapeutiques et des toxicités auxquelles les uns ou les autres, mais en particulier les professionnels de ville, ne sont pas très habitués. À l'hôpital, on a déjà un peu de mal à suivre nos toxicités. C'est vraiment un challenge fort au niveau de l'AFSOS de pouvoir produire des référentiels sur le sujet. Mais c'est sûr qu'en ville, c'est aussi une vraie problématique. Donc les objectifs étaient ou sont de proposer un plan pharmaceutique personnalisé. Et là, la pathologie qui était ciblée était celle de la leucémie myéloïde chronique. Voilà, Stéphane Chaise appréciera ce projet, il aura plaisir à le lire sans aucun doute. Traité par anticancéreux par voie orale et d'évaluer son efficacité. La méthodologie, c'était de réaliser une conciliation médicamenteuse, justement, pour faire le point sur les différents médicaments, avec des entretiens pharmaceutiques ciblés. Je rappelle d'ailleurs au passage que, par exemple, les Canadiens impliquent les pharmaciens de façon majeure dans ce suivi et que c'est pratiquement eux qui gèrent les soins de support dans ce pays des cousins. Et puis, réalisation d'un lien ville-hôpital, voilà, à créer en totalité, avec transmission des informations concernant les traitements aux médecins, aux pharmaciens de ville, dans le parcours de ces patients atteints de LMC. Voilà, donc vous avez ici l'échéancier, le budget qui nécessitait une somme un peu plus importante, les retombées, bon, je crois que ce n'est pas la peine de les détailler. Vous imaginez que la mise en place d'un tel programme est extrêmement intéressante et peut être aussi un modèle pour d'autres pathologies. Surtout que voilà, les équipes d'hématologie sont souvent à la pointe de cette réflexion et ne sont pas si nombreuses. Donc c'est vrai que c'est un projet qui était intéressant. Le projet numéro 3, qui est porté par une équipe libérale, la clinique Victor Hugo, le centre Jean Bernard à Angers ou au Mans. Non, et avec le CHU d'Angers, voilà, pardon. C'est une équipe qu'on connaît bien. Voilà, Gérard Ganem est un oncologue qui a pris sa retraite, mais qui a beaucoup porté la réflexion cancérologique dans la région, les réseaux, il a été le président du réseau, etc., et les soins de support. Et donc, on avait une grande confiance, on a une grande confiance dans cette équipe. Contexte et problématique, c'est celui de la sarcopénie. On arrive sur les activités physiques adaptées. Et cette nouvelle approche, on va dire, qui est devenue pour nous à l'AFSOS conventionnelle et non plus non conventionnelle, tant le niveau de preuve est élevé et tant cette approche thérapeutique peut faire beaucoup mieux que certains médicaments extrêmement coûteux. Alain Toledano a évoqué tout à l'heure la problématique des coûts de l'organisation et des économies qu'on peut faire pour financer des éducateurs APA. Je crois que là, il y a une mine de ressources auxquelles on devrait vraiment réfléchir au niveau des institutions qui nous gouvernent, si elles veulent bien voilà, écouter de temps en temps certains experts et sociétés savantes. Petit clin d'œil. Voilà, l'idée, c'était de valider un programme d'APA reproductible d'un centre à l'autre, voilà, et de réduire l'incidence de la sarcopénie, dont on sait que c'est un facteur de toxicité. La réduction de la masse musculaire va modifier le métabolisme des médicaments et limiter les complications. Alors, c'est noté comme une étude de phase 2, c'est vrai, prospective. C'est-à-dire qu'aucune des études n'a été organisée pour faire des études contrôlées, comparatives, randomisées. Celle-ci est étiquetée de phase 2, c'est vrai. Et on n'est pas dans des situations de comparaison de pratiques. C'est un constat comme ça. Et voilà, il y avait tout un programme d'APA, le recrutement d'un éducateur APA, qui est doctorant. Et voilà, un projet qui est tout à fait intéressant, avec un échéancier. Voilà, je n'ai pas trop de temps sur ce sujet. Donc 3 projets assez représentatifs des diversités des problèmes en soins de support, bien centrés sur le projet ville-établissement. Et the winner is, voilà, le CHU de Valence, voilà, avec l'équipe de Guillaume Buiret. Voilà, je ne sais pas s'il est à l'écoute, j'espère qu'il saute de joie dans son service, qu'ils ont sorti le champagne, voilà, pour l'accompagnement de l'après-cancer hors des murs, en scénologie. Voilà, on ne va pas dévoiler tous les arguments qui nous ont poussés à soutenir ce projet. Les autres étaient aussi de grande valeur, mais il y avait effectivement de pouvoir rentrer dans le budget, d'être dans une situation un peu de quick win, de pouvoir mener le projet assez vite sans autre financement et avec une équipe déjà en place et déjà structurée.
Et c'est ce qui a fait pencher le jury. C'est toujours extrêmement intéressant et difficile de se prononcer comme ça en juge. Pour avoir soumis des projets les uns ou les autres, on sait que c'est toujours un petit peu aléatoire d'être retenu dans les gagnants. Mais voilà. Bon, je suis très heureux parce que cette équipe aussi, on la connaît par ailleurs. Voilà, c'est une équipe très, très dynamique. Voilà, Guillaume est quelqu'un aussi de très actif dans le domaine des soins de support. Voilà, les autres équipes aussi, j'ai cité l'équipe du Mans qui est aussi extrêmement performante. Voilà, et on connaît la valeur voilà, de nos collègues pharmaciens au CHU de Nantes. Mais bon, il faut trancher, il fallait trancher. Donc encore une fois, je félicite le gagnant. Voilà, peut-être que nos autres candidats trouveront d'autres solutions, financement, ou pourront venir l'année prochaine pour compléter leur financement. Remercier vivement voilà, Accor Healthcare pour ce premier défi auprès de nous. Voilà, en espérant qu'il pourra être mené à bien, qu'il sera à la hauteur de vos attentes aussi et des nôtres. Et voilà, j'espère que tout ça est le début d'un long chemin. On sait aussi que d'autres défis peuvent être menés dans d'autres sociétés. Voilà, nous, on est pour voilà, la fraternité entre sociétés, les échanges et tout ce qui peut faire avancer la cause auprès des malades et ce qui apporte le plus. C'est vrai. Donc merci encore et je vais passer la parole à la maison. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Karakowski. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants au symposium aujourd'hui, donc Madame Buttet, Monsieur Toledano, Docteur Chaise, vous-même et vous, Monsieur le maire. Je remercie également le jury pour un choix qui, je l'entends, n'a pas été difficile, qui a été en tout cas indépendant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les projets sont tous des projets qui paraissent de valeur, qui montrent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans les parcours de soins, dans les accompagnements des patients. Et je pense que c'est ça qui nous porte, c'est ça qui porte les équipes chez Accor, c'est d'accompagner les patients le plus possible dans leur pathologie, dans leur histoire avec la maladie. Et sachez que chez Accor, on met ça très haut dans notre système de valeurs. On est là également pour accompagner ces projets, faire en sorte que de l'innovation arrive et vienne supporter les patients et l'ensemble des équipes soignantes autour de la maladie. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour ce symposium et je vous souhaite un bon congrès. On se dit à l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés, j'espère, de vous être manifestés. Vraiment merci à Antoine Lemaire qui a intégré notre conseil d'administration récemment. Je le félicite aussi, j'en suis extrêmement heureux parce que c'est un homme dynamique et très ouvert d'esprit et c'est tout à fait ce que nous recherchons en magasin. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à tous. Merci.